Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des plus grands hold-up de l'histoire des Oscars. Et ouais. Alors je tiens d'abord à préciser que les avis sur les films ne reflètent que mon avis une fois de plus, et en plus je vais m'efforcer de baser cette liste non pas sur une question d'avis d'un tel ou d'un tel, mais plus sur une question de qu'est-ce qu'a laissé tel film qui a gagné l'Oscar du meilleur film dans l'histoire du cinéma. Est-ce que ce sont des films qui ont laissé une trace dans l'histoire du cinéma? Est-ce que ce sont des films dont on va citer les répliques? Est-ce que ce sont des films qui sont rentrés dans la pop culture? Est-ce que ce sont des films qui, 30 ans après, on les cite encore comme référence? Et donc, je vais vous établir cette petite liste de quelques films qui, pour moi, constituent à ce niveau-là, j'entends bien à ce niveau-là, un petit hold-up quand même. Et il y en a peut-être qui constituent un plus grand hold-up que d'autres, en vous citant évidemment les films qui n'ont pas gagné. Par exemple, si je prends en 1951, le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film, All About Eve, de Joseph Mankiewicz, il était en compétition avec Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder. Alors ces deux films-là parlent quasiment de la même chose, ce sont deux films qui traitent de la souffrance du métier d'actrice. En gros, pour résumer, ce sont pour moi deux chefs-d'œuvre. Il n'y en a pas un que je peux départager l'un plus que l'autre. Donc ça, c'est mon avis. Après, lequel, à mon sens, est resté plus dans l'histoire du cinéma, je dirais Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder. C'est ce film-là qu'on va plus citer, qu'on va plus avoir en référence, que beaucoup même de réalisateurs ont été influencés par ce film, peut-être un petit peu plus que All About Eve. Moi, je considère que ce sont deux grands films. Pour le coup, All About Eve n'est pas un hold-up, ça c'est très clair qu'on se mette bien d'accord, mais je pense que dans l'histoire du cinéma, on retiendra un petit peu plus quand même Boulevard du Crépuscule. Si on prend en 1940 Autant en emporte le vent, qui pour moi ne constitue vraiment pas un hold-up, pour moi c'est un grand film. Pour d'autres, ce sera un film qui constituera des polémiques, etc. etc. Mais il n'empêche que Autant en emporte le vent est quand même resté dans l'histoire du cinéma comme une grosse référence du mélodramatique, même voire une référence du film à Oscar. Pareil pour un film comme Casablanca, que moi j'aime beaucoup, mais que je ne porte pas non plus au nu, mais que j'estime que quand même c'est un grand film. C'est assez incontestable le fait de lui remettre la statuette du meilleur film. Alors on commence tout de suite avec le premier hold-up de l'histoire des Oscars, sachant qu'il y en a peut-être eu avant, mais j'ai pas vu tous les films des années 50, j'ai pas vu tous les films des années 40 non plus, et des années 30, vu que la cérémonie a commencé en 1929. Mais si on prend l'exemple de l'année 1957, c'est Le Tour du monde en 80 jours qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Alors là, vous allez me dire, oui, bon, c'est un film somme toute sympa, c'est un film bien fait, c'est un bon film d'aventure, adapté du roman de Jules Verne, il y avait de grands moyens de déployer, c'était un film assez efficace à ce niveau-là. Sauf que, dans la même année, il y avait quand même Les 10 commandements de Cécile B2000, et lui n'a pas remporté la statuette du meilleur film. Alors c'est un film qui a évidemment remporté un succès colossal, c'est un film d'une efficacité rarement atteinte dans ce genre de film, c'est-à-dire le film biblique, et surtout c'est un film qui a influencé toute une génération de réalisateurs, à savoir surtout Steven Spielberg, à savoir même des James Cameron, même à savoir tous ces gens-là. Les 10 commandements se posent là, au même titre que Ben-Hur. Mais Ben-Hur, lui, a obtenu 11 Oscars, donc il n'y avait aucun hold-up là-dedans, c'était totalement mérité. Mais les 10 commandements, ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai jamais compris. Pourquoi c'est Le Tour du monde en 80 jours, qui est un bon film, mais qui est somme toute assez passable, assez oubliable à mon sens, par rapport à un 10 commandements, qui est un monument à l'image de son logo d'ouverture qui est la Paramount. C'est une montagne, quoi, les 10 commandements. C'est vraiment peut-être un des meilleurs films bibliques. Ils ont tous essayé de faire des remakes, même Ridley Scott assez récemment avec Exodus, ça ne marche pas. Et pourtant, le film date de 57, les effets spéciaux ont un peu mal vieilli, mais l'efficacité, le charme de ce film, Charlton Heston, Yul Brynner, ils sont juste impériaux et j'ai l'impression que c'est un film qu'on ne pourra jamais refaire. Donc, premier petit hold-up quand même en 1957, Le Tour du monde en 80 jours à la place des 10 commandements. Ensuite, on attaque les années 80. Il n'y a pas eu tant d'hold-up que ça, il n'y a pas eu tant d'erreurs. Une fois de plus, j'ai pas pu voir tous les films, mais j'ai regardé dans la liste, il n'y a pas de choses qui m'ont réellement choqué. Donc je passe directement en 1980 avec le film de Robert Redford qui s'appelle Des gens ordinaires, qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Et si je vous énumère un petit peu la liste des films qui étaient dans la même catégorie, vous allez tomber par terre. Il y avait notamment Elephant Man de David Lynch et un certain Raging Bull de Martin Scorsese. Et c'est le film de Robert Redford qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Pour moi, ça constitue un véritable hold-up, parce qu'en ayant vu Des gens comme les autres, qui, somme toute, est un film, à mon sens, assez banal, qui montre en fait l'implosion d'un couple, la destruction d'un couple d'une famille bourgeoise, je dirais que ça aurait pu être très intéressant et rendre le film presque oscarisable, mais je pense qu'il échoue clairement parce qu'il fait un film extrêmement plan-plan, sans vraiment d'ambition de mise en scène,
et avec des acteurs qui jouent plutôt bien, mais qui parfois peut un peu faire quand même penser à un espèce de téléfilm pour M6 que tu mates le dimanche après-midi quand même. Il se passe pas grand-chose, et je dirais que sur la même thématique, un cinéaste comme Woody Allen, qui peut faire des films très bavards, etc., s'en sort beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus rythmé. Les acteurs, à mon sens, sont bien meilleurs. Il y a une meilleure direction d'acteurs. Il y a des fois un peu d'humour aussi. Là, c'est vraiment le mélo, mais le mélo qui est même pas tire-larme, c'est le mélo assez sec, avec une espèce d'économie de sentiments comme ça, qui est assez gênante dans le film. Et je n'ai jamais compris pourquoi ce film a gagné l'Oscar du meilleur film, quoi. C'est assez invraisemblable, alors que t'as un chef-d'œuvre comme Elephant Man de David Lynch. C'est un film qui est totalement resté dans l'inconscient collectif, dans l'histoire du cinéma, comme grande œuvre dramatique, assez dur à regarder, oui, mais quand même, quoi. Et aussi Raging Bull de Martin Scorsese. Alors moi je veux bien qu'à l'époque, c'est vrai que Martin Scorsese n'était pas aussi, comment dire, adulé que maintenant, mais quand même, quoi, il en reste que Raging Bull, c'est un des plus grands films de Martin Scorsese, quoi. Et en termes de, il y a une ambition de mise en scène terrible, il y a un vrai crescendo dramatique. Alors même si Robert De Niro a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour Raging Bull, largement mérité, mais je pense qu'il était normal de l'accompagner avec la statuette du meilleur film. Ça aurait été logique, même s'il voulait pas récompenser Elephant Man. Mais non, c'est le film de Robert Redford qui a gagné. Moi, Robert Redford, il m'a toujours un petit peu fait penser au premier de la classe, tu sais, à ce genre d'élève, là, au premier de la classe, a toujours levé la main, et c'est un peu le chouchou, quoi. Comme certains profs ont des chouchous dans les classes, quoi, on a tous vécu ça. Robert Redford, j'ai toujours eu cette impression-là, que ce soit quand il jouait dans des films ou quand il en réalisait. Il a même été nominé un petit peu plus tard dans les années 90 sur 2 ou 3 films qu'il avait réalisés. Moi, personnellement, des films, bon là c'est un avis évidemment personnel, c'est des films que j'ai jamais trouvé quand même extraordinaires. Je ne dis pas que c'est des mauvais films, mais de là à leur donner carrément l'Oscar du meilleur film, j'ai quand même de sacrés doutes. Donc, deuxième hold-up pour moi, des gens comme les autres. En 1990 arrive l'Oscar du meilleur film pour Miss Daisy et son chauffeur. Pareil pour Le Tour du monde en 80 jours, Miss Daisy et son chauffeur, c'est un film qui se regarde bien. C'est vrai, moi j'ai toujours trouvé que c'était un bon petit film, mais voilà, ça reste un bon petit film qui va effectivement parler et aussi de la ségrégation comme fait Green Book actuellement, et qui est somme toute un sujet très intéressant. Et je trouve pas que le film prenne des dimensions comme ça folles au point de lui donner l'Oscar du meilleur film. Et encore, je te dirais, pourquoi pas lui donner l'Oscar du meilleur film? Mais quand tu vois ce qu'il y avait cette année-là, c'est juste pas possible. Il y avait donc Le Cercle des Poètes Disparus, il y avait Né un 4 juillet et My Left Foot de Jim Sheridan avec Daniel Day-Lewis, qui lui a obtenu, si je me souviens bien, l'Oscar de meilleur acteur largement mérité. Mais quand même, il y avait Né un 4 juillet d'Oliver Stone, qui est pour moi peut-être un de ses meilleurs films, avec un Tom Cruise qui joue comme un dieu. C'est un film donc sur le Vietnam, avec la véritable histoire de Ron Kovic, qui revient paralysé sans jambes de la guerre du Vietnam, et qui va essayer de se trouver une place dans la société. C'est peut-être vraiment un des meilleurs films d'Oliver Stone. Il y a évidemment My Left Foot, qui parle d'un handicap, et surtout il y a Le Cercle des Poètes Disparus, dont bon nombre de films se sont inspirés. C'est un film qui a vraiment marqué aussi, qui s'est posé là dans l'histoire du cinéma, avec une super interprétation de Robin Williams, et surtout ce sujet pris à bras-le-corps sur l'éducation, sur le fait de sortir des normes. C'est un film, pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Et à la limite, c'est peut-être celui que je préfère des 4, quoi. Et d'un seul coup, bah non, c'est Miss Daisy et son chauffeur de Bruce Beresford qui est récompensé. Pour moi, ça constitue aussi un hold-up, clairement, quand tu as 3 grands films comme, je le répète, My Left Foot, comme Né un 4 juillet et comme Le Cercle des Poètes Disparus qui sont dans la même catégorie. C'est presque même, j'ai envie de dire, un petit affront quand même. Et on arrive en 99 avec le gros du morceau là. C'est peut-être le film qui est le plus décrié comme le plus gros hold-up de l'histoire des Oscars. Shakespeare in Love qui gagne l'Oscar du meilleur film au détriment, tout simplement, de Il faut sauver le soldat Ryan. Donc là, on est clairement dans une incompréhension totale, mais quand on se penche un petit peu sur ce qui s'est passé avec Weinstein, bien avant l'affaire Balance ton porc, il y avait l'affaire plus Balance ton film et Balance ton lobbying sur les films que tu as envie de vendre aux Oscars. Moi, j'ai appris à cette époque-là que, en fait, pour les Oscars, il fallait faire du lobbying, il fallait organiser des super buffets, leur donner à manger bien comme il faut, vendre le film comme jamais auprès des exploitants de salles, etc. Donc en gros, il y avait tout cet aspect qui est là-bas et qui existe aux États-Unis pour les Oscars, c'est le lobbying, c'est vendre le film. Et il s'avère que Weinstein, dans cette affaire-là, en a fait plus que les autres, et c'est sûrement ce qui a pesé en la faveur d'un film comme Shakespeare in Love pour gagner l'Oscar du meilleur film, je le répète, au détriment
d'un Soldat Ryan de Spielberg. Alors Soldat Ryan a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur, quand même, heureusement, mais très franchement, il aurait mérité d'être accompagné de l'Oscar du meilleur film. Je veux dire, le Soldat Ryan, c'est une référence du film de guerre. Là, pour moi, Spielberg réinvente même le film de guerre avec cette fameuse scène d'introduction que tous les réalisateurs après ont pompé, c'est évident. Il a quand même réinventé le film de guerre humaniste qui n'existait pas avant. Avant, c'était Le jour le plus long avec John Wayne. Alors, c'était bien Le jour le plus long, mais il y a un côté, si tu veux, très patriotique, très on est des soldats, on est les meilleurs et on va défoncer les Allemands. Spielberg, lui, ramène ça vraiment à une échelle humaine et forcément beaucoup plus crédible. Et franchement, c'était réellement... Moi, c'est pas parce que je suis fan de Spielberg que je dis ça, parce qu'il y a des films de Spielberg qui ne méritaient pas forcément l'Oscar du meilleur film, mais vraiment, pour moi, Le Soldat Ryan méritait bien plus qu'un Shakespeare in Love. Shakespeare in Love, bon, que très sincèrement, vous me le direz dans les commentaires, mais je pense que énormément de gens l'ont zappé, quoi. C'est-à-dire peut-être qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu à l'époque, et somme toute, je dis pas que c'est un film désagréable. Moi, je me souviens beaucoup plus de certaines comédies romantiques qui n'ont jamais obtenu l'Oscar du meilleur film que Shakespeare in Love, quoi, qui est à mon avis assez cuculapraline et assez fade. Mais là, on voit bien quand même l'influence du lobbying façon Harvey Weinstein. Alors, on continue 4 ans plus tard avec Chicago. Chicago, qui reçoit la statuette du meilleur film en 2003, donc film avec Catherine Zeta-Jones et Renée Zellweger. Moi, film que j'aimais bien à l'époque parce que j'adorais Renée Zellweger, donc c'est vrai que je le défendais. Mais c'est vrai qu'avec le recul, très franchement, je l'ai même revu. Bon, ok, c'est bien filmé, c'est sympa, l'histoire est bien, ok, mais voilà quoi. Tu le vois une fois, au pire, tu le vois 2 fois, voilà quoi. C'est bon, t'as fait le tour. Quand tu vois qu'il était en compétition avec Le pianiste de Roman Polanski, qui est quand même peut-être un des plus grands films de son auteur, et un film important, il était en compétition à l'époque avec Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours. Alors c'est vrai que là, on peut quand même se poser la question de « Ah bah qu'est-ce qui s'est passé quoi ?» Il y a quand même Les Deux Tours, qui sera évidemment récompensé, parce qu'ils récompenseront la trilogie, et puis surtout, je répète, Le Pianiste, quoi. Le Pianiste qui est quand même... Ça, pour moi, c'était un film vraiment oscarisable, même si il a obtenu effectivement des prix à Cannes, si je me souviens bien, mais quand même, Le Pianiste, c'est un film extrêmement marquant et qui se différencie en plus totalement, par exemple, d'un film comme La Liste de Schindler. Il n'y a pas du tout le même angle, il n'y a pas du tout la même approche, et c'était pour moi réellement un film qu'il aurait fallu récompenser. Sinon, je veux dire, à la limite, tu le nomines pas, mais... Film comme Chicago, très sincèrement, oui, c'est une comédie musicale très connue aux États-Unis, et je dis pas le contraire, mais tu sens aussi que là, le film produit par Harvey Weinstein a fait, à mon sens, l'objet d'une espèce de publicité comme ça dévastatrice qui a pu aussi sûrement influencer les votants. Pour moi, Chicago, 5e hold-up. Alors ensuite, on attaque en 2010, et là, Oscar du meilleur film Des mineurs de Catherine Bigelow. Alors non pas que Des mineurs, ce soit un mauvais film, loin de là, c'est même un bon film, mais apparemment, il y a eu toute une polémique autour de ce film, comme quoi le producteur, je crois français d'ailleurs, de Des mineurs, avait envoyé tout un tas de mails en disant qu'il valait mieux voter pour une production indépendante, entre guillemets, donc Des mineurs, plutôt que de voter pour un film à 500 millions de dollars, Avatar. Et Avatar qui avait quand même gagné le Golden Globe, je crois, du meilleur film, vu le succès populaire d'Avatar, et aussi sa richesse, son innovation, même si oui, Avatar ne vaut peut-être pas, en termes d'émotion, ne vaut peut-être pas en film oscarisable, ne vaut peut-être pas la qualité d'un Titanic. Mais quand même, je pense que c'était là l'occasion de le récompenser, et non, ça a été Catherine Bigelow. Ce qui est intéressant avec cet exemple de Des mineurs, c'est qu'on rentre là dans l'ère de l'Oscar politique. On est en 2010, on est encore en pleine guerre en Irak et tout ça. Les Américains souffrent de cette guerre, souffrent des conséquences de cette guerre et ont besoin de faire des films là-dessus. Je pense que c'était pas forcément le meilleur film à récompenser sur la question, je pense qu'il y a eu de bien meilleurs films sur la guerre en Irak, mais en tout cas, c'était là l'occasion de marquer le coup politiquement. Pour moi, Des mineurs, ça constitue pas réellement un hold-up, faut pas exagérer, mais je trouve que là, les cartes commencent à être faussées. Il y a de la mise en scène dans ce film, mais je trouve qu'on récompense plus un acte politique, à mon avis, plus qu'un film. Alors je passe rapidement en 2011 sur Le Discours narrois. Moi, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, mais qui est finalement assez dispensable par la suite. C'est un film que j'ai eu du mal à revoir, que j'ai pas forcément revu. Je l'ai vu une fois, j'étais content. Par contre, tu vois, un film qui était dans la même liste que Le Discours narrois, il y avait The Fighter avec Christian Bale
et Mark Wahlberg de David O. Russell, film que j'ai revu je ne sais combien de fois, et vraiment je trouve que là il méritait un Oscar, mais une fois de plus, c'est l'acteur qui a été récompensé et non pas le film. Je pense que le film aurait vraiment mérité une statuette, bien plus à mon sens que Le Discours d'un roi, et il y avait aussi le superbe film de Danny Boyle, 127 heures, vraiment que j'ai adoré. Je trouve que la performance d'arriver à faire un espèce de huis clos d'un mec coincé entre deux rochers et la performance de James Franco sur ce film, moi, j'ai trouvé ça génialissime. Et là, je pense que c'était l'occasion de récompenser un film sur le courage. Et je pense qu'il aurait mérité également sa statuette de meilleur film. Alors maintenant, on arrive à la pire année concernant les Oscars pour moi, 2016. C'est Spotlight qui remporte l'Oscar du meilleur film. Spotlight, c'est un film qui parle, en fait, qui traite de la pédophilie au sein de l'Église. On va avoir tout un panel de journalistes qui va enquêter là-dessus. Le sujet est très bon, le sujet est très fort, mais la façon dont le film traite le sujet, moi, personnellement, m'a carrément ennuyé. On l'a comparé aux Hommes du Président, alors que je trouve qu'il ne vaut absolument pas ce film-là en termes d'efficacité de mise en scène et voire même d'efficacité scénaristique. Et je pourrais même le comparer à la limite au récent Pentagon Papers de Spielberg, que personnellement j'avais moyennement aimé, mais j'estime ce film beaucoup plus fort que Spotlight, qui pour moi est archi soporifique. Mais à la limite, c'est même pas le problème. Parce que pour moi, cette année-là, il n'y avait quasiment aucun grand film. Il y avait Seul sur Mars, qui est pour moi peut-être un des pires films de Ridley Scott, c'est-à-dire que c'est un film qui avait de très bonnes intentions, mais qui, à la finale, est pour moi totalement raté. Il y avait Mad Max Fury Road, mais je sais pas si Mad Max Fury Road vraiment est un film oscarisable, c'était un très bon film, mais je sais pas si je lui aurais donné quand même l'Oscar du meilleur film. Il y avait Brooklyn, Le Pont des Espions aussi de Spielberg, qui était plutôt bien, mais pareil, je n'aurais pas donné l'Oscar du meilleur film. Moi, il y a toujours une année où je peux trouver un ou deux films à me dire « Ah ouais, tiens, j'aimerais bien que ce soit celui-là et tout ça ». Là, 2016, il y avait, pour moi, il y avait rien. Alors, je ne sais pas si Spotlight, maintenant, était revu à la hausse, mais j'ai quand même pas l'impression que c'est un film qui va rester réellement dans l'histoire du cinéma. Il est peut-être encore un peu tôt, mais j'ai quand même pas l'impression. Je pense que c'est un film qui prend pas énormément de risques en termes de mise en scène. C'est un film assez sage. Et pour moi, ça reste vraiment, vraiment un film académique. Mais une fois de plus, on est encore dans l'Oscar politique, on est encore dans le sujet de société qui est somme toute très important. Mais pour moi, c'est un peu pareil que Green Book, quoi. C'est pas parce que, effectivement, tu prends un sujet fort et que tu en fais un film que tu dois recevoir un Oscar. Il y a aussi toute la dimension artistique qui vient derrière. Et malheureusement, Spotlight, pour moi, il n'y a pas réellement de dimension artistique vraiment ambitieuse. Et on en vient à 2017 avec quand même un gros hold-up là pour moi, vraiment. C'est le film Moonlight, Oscar du meilleur film. Et on a tous cru que c'était une blague parce que c'est vrai que Warren Beatty avait annoncé que c'était La La Land. Eh ben non, il s'était trompé. Et c'était en fait Moonlight. Ils sont arrivés sur le podium en disant « Non, attendez, vous êtes plantés, c'est pas du tout La La Land, c'est Moonlight et tout ça ». Donc ça a créé tout un truc. Donc c'était plutôt marrant. Mais franchement, de voir Moonlight récompensé au détriment de La La Land, qui pour moi méritait amplement l'Oscar du meilleur film. Moi, je trouve que là, La La Land, pour moi, c'était le film oscarisable à tous les niveaux, quoi. Que ce soit par sa thématique, que ce soit par les acteurs, que ce soit par la musique, tout. Il avait tout, ce film. Et non, c'est Moonlight. Une fois de plus, je le redis, Oscar politique. C'est pas un mauvais film, Moonlight, en soi. Hein. Moi, je l'ai vu. Mais je l'ai vu une fois. Et je dirais que je me suis pas forcément ennuyé. Il y avait peut-être un peu d'ambition sur la mise en scène, oui. Mais j'ai pas trouvé que ce film méritait une revoyure, quoi. C'est un film, on va dire, efficace sur le sujet. C'est un sujet encore une fois de plus important. Ok, le film n'était pas inintéressant et j'ai plus aimé, c'est vrai, Moonlight que Spotlight. Mais je pense très sincèrement que entre La La Land et Moonlight, il n'y a pas à chercher très loin pour savoir lequel restera dans l'histoire du cinéma. Et on le voit même 2 ou 3 ans après. On fait encore de gros événements sur La La Land, les gens le citent, les gens écoutent encore la BO, les gens peuvent même citer des répliques, on a des images en tête très très fortes. Donc c'était un film très très fort, oscarisable à mon sens bien plus que Moonlight, qui une fois de plus embrasse le truc de l'Oscar politique, quoi. Et on le voit maintenant, jusqu'aux récentes nominations, et je finirai la vidéo là-dessus, jusqu'aux récentes nominations de films comme Bohemian Rhapsody, de Black Panther, surtout de Black Panther, qui, je le rappelle, est peut-être un bon film Marvel,
Est-ce qu'il est oscarisable? Vous me permettrez quand même d'en douter. C'est pas parce que je n'aime pas Marvel et tout ça. Pour moi, Black Panther n'a pas du tout la dimension d'un film à Oscar, quoi. Mais vraiment, ça reste un bon blockbuster bien divertissant. Je pense que dans les nominations maintenant et dans ce qui va représenter les Oscars, je pense quand même que là, ils ont passé un sacré niveau en osant mettre Black Panther en nomination. Je sais qu'il ne l'aura pas, oui, on s'en doute, mais quand même, c'est une symbolique, c'est significatif. Mais je ne sais pas si, pour l'art en question, je ne sais pas si c'est bien de mettre un Marvel qui est somme toute sympa, mais c'est un blockbuster lambda comme tu peux en voir toute l'année, et qui n'a aucune autre ambition artistique que ça d'ailleurs. Et je pense pas que Black Panther ait demandé quoi que ce soit d'ailleurs à l'Académie des Oscars. Mais là, vraiment, je pense qu'on a passé un cap dans le délire de l'Oscar politique encore, quoi. Voilà pour ma petite liste des hold-up de l'histoire des Oscars. Il en manque bien entendu, il y en a certainement peut-être dans les années 40, même dans les années 50. J'ai pas pu tous les mettre et surtout que je n'ai pas pu voir évidemment tous les films. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous considérez comme hold-up dans l'histoire des Oscars. C'est toujours intéressant d'en débattre. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans le lien Utip dans la description de la vidéo. Ça fait toujours des petits revenus pour la chaîne et pour vous, c'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!